À Infomag ce soir, possibilité d'une nouvelle école à l'Ange Gardien, la campagne annuelle de financement de votre télévision communautaire et Sarah Léonard et sa famille sont expulsés de leur logement. Bonsoir, mesdames et messieurs, ici Martin Perrault. Bienvenue à votre magazine Infomag du mardi 8 mars 2016. Ben oui, aujourd'hui, 8 mars, c'est la Journée internationale de la femme. Toute l'équipe de la TVC en profite pour vous souhaiter une merveilleuse journée. D'ailleurs, ce matin, pour souligner l'événement, il y avait un déjeuner bénéfice au profit de la maison d'hébergement Pour Elle des Deux-Vallées. L'activité avait lieu de 7h à 11h au bistrot Lala de Buckingham. L'équipe de la maison d'hébergement invitait les gens à déjeuner pour la cause des femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants. La chanteuse Stéphanie Saint-Jean, bien connue à l'émission La Voix, était également présente. Il est important de noter que 100% des montants recueillis vont directement à la maison d'hébergement. Les résultats de cette journée sont très positifs. 213 personnes ont participé à l'événement, ce qui a permis d'amasser la somme de 2 000 $. Si vous souhaitez faire un don pour cette cause, il n'est pas trop tard. Le numéro de téléphone 819-986-8286. C'était le lancement officiel lundi du tournoi de golf VIP au profit de la Fondation Santé de Papineau. Le tournoi, qui en sera à sa 26e édition, aura lieu le vendredi 3 juin 2016 au club de golf de Buckingham. Cette année, les organisateurs visent la participation de 198 golfeurs et un profit de 75 000 $. L'organisation de cet événement est soutenue par Canadian Tire de Buckingham avec la collaboration des caisses Desjardins. La directrice générale de la Fondation, Mme Anne Mercier, nous explique l'importance de cette activité. C'est parce que la Fondation, elle, notre mission à nous, c'est d'amasser des fonds pour l'amélioration des soins de santé, également pour des équipements exactement. Et il y a plusieurs façons de le faire, dont les événements. Alors, on en a 3 majeurs et le VIP en est un qui rapporte beaucoup. Ce qui est important de dire, c'est que maintenant, nous sommes une seule et unique fondation pour la Vallée de la Lièvre et la Petite-Nation, que les argents amassés vont être distribués uniquement sur le territoire de la Vallée de la Lièvre et de la Petite-Nation. Et ce qui est important surtout de savoir, c'est que c'est grâce à la Fondation si l'hôpital demeure un hôpital. Au fil des ans, on a contribué à des gros changements, de gros équipements. Pour vous inscrire, visitez le www.fondationsantédepapineau.ca ou composez le 819-986-4019. Le président d'honneur du tournoi de golf VIP est M. Jean Leblanc, propriétaire du Canadian Tire de Buckingham. Il nous a annoncé qu'il y aurait un joueur des Canadiens de Montréal et peut-être d'autres équipiers qui participeraient au tournoi. M. Leblanc aimerait bien que plusieurs entrepreneurs s'impliquent cette année. On peut l'écouter. Oui, écoute, on a besoin de plus d'entrepreneurs possible. On veut vraiment avoir, première des choses, remplir avec 198 golfeurs. Et puis, l'objectif de 75 000 est quand même un objectif assez énorme. Alors, on veut s'assurer que la population et les entrepreneurs comprennent qu'on a besoin de tous et chacun pour réussir cet objectif-là. Du 1er avril au 25 mai 2016 se tiendra la campagne annuelle de financement de la TVC Basse-Lièvre, votre télévision communautaire de la région de Buckingham, Masson-Angers, l'Ange Gardien. L'objectif de cette année est d'amasser une somme entre 35 000 et 40 000 $. Pour donner un coup de main à la TVC, vous pourrez vous procurer votre carte de membre au coût de 10 $ par personne. Comme la TVC est une télévision communautaire autonome, donc autofinancée, nous invitons aussi les gens qui regardent nos émissions dans tout l'Outaouais à contribuer à l'essor de notre télévision locale. Vous pouvez téléphoner au 819-281-8250 pour plus de renseignements. Le directeur général de la station, André Soucy, nous explique pourquoi chaque don compte pour la télévision communautaire.
Martin, c'est simple, c'est que la télévision communautaire, premièrement, ça va être sa 44e campagne de financement recrutement de membres, là, on l'appelait ça membership, parce que ça prend ça absolument, une campagne comme celle-là, parce que ça nous permet d'aller chercher par la suite des subventions qui viennent autant du ministère des Communications du Québec que de la compagnie de câble Vidéotron, et puis d'aller voir nos différents partenaires, commanditaires, comme ça, de temps à autre, qui disent, bien, regardez, la télévision communautaire, elle fonctionne, il y a des gens qui veulent s'en occuper, il y a des gens qui participent au conseil d'administration, il y a des gens qui deviennent membres dans le cadre de cette campagne d'avril au mois de mai. Alors, ça, c'est là que ça devient important parce que tout le monde se dit, bien, à ce moment-là, moi, je veux participer à ça, puis je vais faire en sorte que d'autres partenaires importants viennent se joindre à nous autres, puis garder en vie la télévision communautaire. En devenant membre de la TVC Basse-Lièvre, vous devenez automatiquement éligible au tirage de prix très intéressant. De nouveau, on peut écouter M. André Soucy, directeur général. Je veux dire, comme toi, c'est quand même de beaux prix. Il y a une soirée, moi j'ai appelé ça cette année une soirée drive où la personne qui va gagner va pouvoir amener 3 de ses amis aller au restaurant Saint-Hubert de Masson pour une belle soirée comme ça avec apéritif et table d'hôtes. Ensuite, il y aura une journée drive, le studio Sinaïka, qui est situé sur la rue Georges à Buckingham, nous donne un certificat cadeau de 250 $ pour différents traitement quelconque. Les gens vont pouvoir faire ce qu'ils veulent avec, pour le montant de 250 $. Ça peut être pour hommes comme pour femmes également, parce qu'il y a certains soins qui s'adressent aux deux. Alors, la personne qui gagnera va voir à faire les différents soins, puis on aura l'occasion de les énumérer, ces différentes sortes de soins-là, bientôt. Il y a également bien, notre gros prix, finalement. Notre gros prix, on vient de se le faire confirmer. C'est la fin de semaine de rêve. C'est encore le Ramada Plaza Manoir du Casino, tel qui est bien reconnu ici, tout près du casino du Lac-Lemay, eh bien, va nous offrir une fin de semaine pour 2 personnes. On sait qu'il y a 174 chambres qui sont luxueuses. Et puis, en plus de ça, bien, ils pourront assister à aller faire ce qu'ils veulent dans la journée, puis revenir là le soir, puis vraiment profiter de deux belles soirées. Il se pourrait fort bien qu'une nouvelle école primaire voie le jour en 2021 sur le territoire de la municipalité de l'Ange-Gardien. Des discussions ont lieu en ce moment entre la commission scolaire au cœur des vallées et la municipalité. Les projections démographiques indiquent un besoin afin de compléter l'offre de services éducatifs dans le secteur. Voici le maire de l'Ange-Gardien, M. Robert Goulet. Oui, en fait, un des dossiers intéressants serait la possibilité de la construction éventuelle d'une nouvelle école par la commission scolaire du Cœur des Vallées, parce que les projections démographiques de la commission scolaire démontrent que d'ici 2021, il y aura un besoin en ce sens-là. Alors, le territoire de la municipalité, selon nous, pourrait être favorable à l'installation de cette nouvelle école. Et pour des raisons, des facteurs tels que la facilité d'accès pour la population de l'Ange-Gardien, autant que pour celle des municipalités environnantes, la croissance constante de la municipalité, puis la présence de nombreuses jeunes familles sur notre territoire et la facilité de trouver un terrain propice. On entend beaucoup parler dernièrement dans l'actualité de Sarah Léonard, cette mère de 5 enfants qui en attend un 6e et qui, avec Logement Occupe, a participé à une conférence de presse jeudi dernier. C'est que Mme Léonard et sa famille risquaient de se faire expulser de leur logement. Elle et son mari sont prestataires de l'aide sociale. Elle lançait donc un appel à l'aide afin de pouvoir avoir accès à un nouveau logement. Le lendemain de la conférence, coup de théâtre, la station de radio 104.7 FM dans l'émission Solide comme le roc avec Roch Cholette a reçu plusieurs informations concernant la dame qui laisserait douter de sa bonne foi dans toute cette affaire et ça a choqué beaucoup de personnes dans la population. Roch Cholette nous résume les informations qu'il a réussi à obtenir. Le lendemain matin, moi, j'apprends via beaucoup d'informations que c'est peut-être pas toute l'histoire qu'on nous a annoncée, qu'on nous a expliqué la veille. Et là, je commence à faire des recherches et j'ai Sarah en ondes pour finalement découvrir que c'est pas tout à fait exact. Lorsque, par exemple, François Roy disait que cette dame-là devait vivre avec 985 $ par mois, avec 5 enfants, bien, le résultat net des courses, là, c'est que lorsqu'on vérifie, c'est plus de 4 000, entre 4 000 et 4 500 $ net par mois qu'elle a, considérant l'ensemble des contributions de l'État, pour les enfants notamment.
moi, je crois pas ce qu'elle m'a dit parce qu'elle me dit, j'y demande, parce que j'ai de l'information qu'on me donne. On me dit, M. Cholette, c'est une dame qui a dansé nue. Même sur Facebook, elle se vantait de travailler jusqu'à ce qu'elle devienne enceinte. Elle se vantait d'avoir été capable d'avoir un logement, un château pour 342 pièces par mois, puis c'est comme ça qu'il faut être dans le BS. Puis voyons donc, moi, j'étais abasourdi de tout ça. Alors, je l'ai confronté. Madame, avez-vous travaillé au noir? Oui, mais ça fait longtemps. Madame, êtes-vous une danseuse nue? Non. Alors, pour découvrir que finalement, oui, elle dansait au Tabou, elle dansait au Barbarellas, son nom de scène, c'était Carissa. Alors, pour découvrir que dans le fond, ce qu'on s'est fait compter, c'est pas vraiment la vérité. Et ça a choqué l'Outaouais. Et la conséquence de ça, notamment, c'est que François Roy, lorsqu'il dit qu'il ne vérifie pas, qu'il joue pas à la police, bien, ça veut dire qu'il discrédite les vrais pauvres. La prochaine fois qu'il va s'asseoir en point de presse, puis il va s'asseoir à côté de quelqu'un, immanquablement, on va poser la question, et elle et lui, est-ce que ce sont des fraudeurs à l'aide sociale? Est-ce qu'ils ont tous déclaré? Est-ce que c'est correct leur histoire? Du côté de Logement Occupe, nous avons rencontré François Roy afin de savoir si cet organisme a l'intention de changer ses procédures suite à toute cette saga. On peut l'écouter. Encore une fois, notre mission, c'est d'aider les personnes qui se retrouvent à la rue et particulièrement quand c'est des familles avec des enfants en bon âge. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse ces familles-là complètement sans soutien, sans secours, parce que des parents auraient eu des comportements questionnables. Je pense que notre devoir, c'est d'aider ces gens-là à se retrouver un logement, puis de peut-être leur donner des moyens, des ressources après ça pour faire de l'accompagnement, pour corriger certaines situations. Je trouve ça déplorable, toute la campagne de salissage puis de mépris qu'il y a eu autour de cette famille-là. Les gens qui font cette campagne-là ne se questionnent pas sur tout l'impact que ça pourra avoir chez les enfants de cette famille-là, qui vont retourner à l'école, qui vont être probablement stressés, pointés du doigt à cause de la situation de leurs parents. Donc, c'est inadmissible qu'on tienne... ça va renforcer tous les préjugés que les gens ont auprès des personnes démunies. Ça me fait penser un peu au comportement des extrémismes religieux, des l'ayatollah, qu'on va commencer à juger et à lapider les gens parce qu'ils ne répondent pas à nos critères de moralité. C'est incroyable. À noter que la famille a été expulsée lundi dernier et que Logement Occupe a donné son aide pour le déménagement. La famille habite actuellement un logement de dépannage et est en attente de trouver un toit permanent. Dans quelques secondes à Infomag, il sera question des coupures dans les services de la petite enfance avec notre invitée, Julie Charron, présidente du syndicat des travailleuses et travailleurs en centre de la petite enfance en Outaouais. Madame Julie Charron, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à notre émission. Merci. Alors, on va parler évidemment, c'est à la mode, austérité, malheureusement, coupure. Vous vivez ça, vous, parce que vous êtes présidente du syndicat des travailleurs et travailleuses ensemble de la petite enfance de l'Outaouais. Oui. Comment ces coupures-là vous affectent aujourd'hui, maintenant? Bien, en fait, toutes les coupures qui sont annoncées, en fait, depuis 2 ans, on a eu la première vague des coupures, puis ce que ça fait, c'est qu'il y a naturellement des employés qui perdent leur emploi, qui subissent des diminutions d'heures. On le voit beaucoup en ce qui concerne les cuisinières, les préposés à l'alimentation. Ils ont eu des budgets qui ont été réduits de beaucoup. Leurs heures de travail ont été réduites. Donc, c'est certain que ça a un impact majeur auprès des enfants, puisque, naturellement, toute la pédagogie, c'est les saines habitudes de vie. Fait que ça touche directement nos valeurs enseignées auprès des tout-petits. Puis, les familles, c'est certain qu'ils sont très conscients de ça, là. Puis je voyais aussi sur le communiqué, Mme Charron, que ça coupe aussi au niveau de la désinfection des lieux, l'entretien sanitaire, l'accompagnement des enfants à besoins spécifiques.
Quand vous dites qu'il y a des coupures au niveau de l'entretien sanitaire, est-ce que ça fait en sorte que les enfants sont plus à risque? Est-ce qu'il y a un problème de ce côté-là? Oui, c'est certain que tout ce qui concerne les heures qui ont été coupées au niveau de la désaffectation, au niveau de l'hygiène, c'est certain que ça a un impact majeur. Ça a un impact majeur auprès des tout-petits, ça a un impact majeur auprès des employés aussi, parce que naturellement, on le sait, hein, les petits nids à microbes, on a besoin que ça soit fait. Fait que oui, les aides éducatrices qui faisaient ces heures-là, c'est encore là des emplois qui ont été coupés. C'est eux qui ont été touchés en premier lieu. Donc, ce que ça fait, c'est qu'il y a moins de temps qui sont mis sur l'hygiène, mais aussi, ça fait en sorte qu'on a une augmentation de tâches au niveau du travail, au niveau des éducatrices, parce que naturellement, il faut quand même faire ce travail-là le plus possible. Donc, c'est certain que, est-ce que dans ça le fond, augmente ça nos vous... tâches. C'est ça, ça augmente vos tâches, c'est ce que j'allais vous demander. Oui. Donc, vous, les gens qui sont en CPE, là, travaillent, font ce qu'ils ont à faire habituellement, mais en plus, il faudrait faire du ménage. Pendant qu'on travaille auprès des enfants. Fait que ça, c'est tout le temps de qualité au niveau de notre pédagogie puis notre travail pédagogique qu'on fait habituellement auprès des enfants, mais il faut que ce soit diminué parce qu'on a quand même ces tâches-là au niveau de l'hygiène qui restent à faire. Qu'est-ce que les employés en CPE pensent de tout ça? Est-ce qu'il y a un certain découragement? C'est certain que oui. Puis moi, justement, cette semaine, il y a quelqu'un qui est venu me voir au bureau, puis une éducatrice, une cuisinière qui subit des coupures, puis elle me dit, tu sais, dans un premier temps, quand mes heures ont été coupées, j'étais attristée puis inquiète au niveau de la précarité de mon emploi, tout ça. Elle m'a dit, là, j'ai comme dépassé ça. Là, je suis rendue inquiète parce qu'ils viennent toucher dans mes valeurs. Quand l'employeur me dit, là, tu n'as pas le choix, il va falloir que tu coupes tes protéines comme de 25 elle dit, c'est même plus moi, là, je pense même pas à moi, je pense à ces tout-petits-là, à ces familles-là. Puis elle dit, c'est vraiment au niveau de mes valeurs que ça vient me rejoindre. Là. Et vous m'avez dit, hors d'onde, que depuis tout le temps où vous travaillez dans ce milieu-là, c'est la première fois que vous voyez ça, des coupures comme ça. En fait, on a toujours eu des grandes batailles dans les milieux des CPE. Moi, ça fait 30 ans, c'est ça, je travaille dans le même centre de la petite enfance à Hall, puis on a fait des batailles, puis on a fait des revendications. Mais c'est la première fois qu'on a une attaque aussi catastrophique au milieu des CPE. Moi, ça m'inquiète beaucoup auprès des petites familles là, qui ont justement fait leur planification avec les budgets qui avaient été annoncés, puis que là, c'est plus ça. T'sais, on sait tout, hein? On planifie quand on planifie d'avoir des enfants, on le planifie en conséquence de cause. Vous m'avez même dit avant l'entrevue que vous avez peur pour vos petites familles que vous appelez. Oui. Je suis très inquiète pour les familles. Les impôts arrivent, là, fait qu'ils vont voir vraiment l'impact direct, là, dans leurs revenus, parce que si on considère, moi je dis toujours, c'est facile, là, au niveau visuel, une famille, un revenu familial d'à peu près 100 000 ça donne à peu près 1 000 par enfant qu'ils vont voir, là, qu'ils vont devoir payer à leur rapport d'impôt. Parce que juste pour résumer rapidement, avant c'était 5 par jour, ça a passé à 7 par jour. Et puis maintenant, c'est une contribution que vous aviez qui varie selon les revenus. Oui, exactement, qui varie selon les revenus. Fait que oubliez ça, les tarifs uniques, les tarifs universels, c'est terminé. Donc, c'est vraiment selon le revenu que c'est basé, là, le montant, finalement, le montant tarifaire. Et pour terminer, j'aimerais ça que vous me disiez si vous sentez l'appui de la population. Oui, justement, avec la campagne qui fait grandir, que la CSN a parti là, il y a quelques semaines, suite à l'entente qu'il y a eu avec la QCPE et les associations, avec le gouvernement. Nous, on dit que c'est impossible, on ne peut pas juste laisser faire ça. Donc, on a fait une campagne, on a fait signer des cartes ici dans la région, des cartes postales. On a déjà à peu près 3 000 de signés dans 2 actions différentes et ça va se poursuivre. Puis oui, la population, c'est certain qu'ils sont en arrière. Ils savent qu'on en fait une différence. Ils l'ont vu, ils savent. Puis tout le monde croit au tarif universel puis à l'égalité des chances pour tous, là. Ouais. Bien, écoutez, je vous remercie d'abord d'être passé nous voir ici dans l'Est de Gatineau. Je vous souhaite vraiment bonne chance avec la campagne pour les cartes postales. Et puis, ça va nous faire plaisir de vous recevoir à nouveau là, si vous avez des nouveaux développements pour nous. Bien, merci infiniment. Puis j'espère que la population va répondre de façon positive et qu'il va être en arrière pour la campagne qui se poursuit là, jusqu'à temps que le gouvernement change ses plans. Merci, Mme Charon. Bonne soirée. Au revoir.
Et maintenant, les sports avec Monsieur Sport François Croteau. Bonsoir François. Bonsoir Martin. Ça va bien? Oui, ça va très bien en ce début de printemps. Oui, ça fond. Oui, énormément, énormément. Écoute, habituellement, quand l'émission est finie, on me laisse toujours dans une boîte dans le studio, mais tu as réussi à me faire sortir de la boîte pour m'amener voir du sport au Musée des sports de Gatineau. Oui, effectivement. On sait que le Musée des sports a pignon sur rue dans le secteur de Hall, au sous-sol de l'église Sacré-Cœur, sur la rue du même nom. Et ce qui nous amène à parler de ça, on sait qu'on est en pleine période du Brier là, qui se déroule du côté d'Ottawa. Et le musée, l'exposition pour les prochains mois, c'est sur le curling. Et on sait qu'ici à Buckingham et même dans l'Outaouais, il y a une très riche tradition au niveau du curling. Alors, on s'est déplacé, comme tu l'as mentionné, on a rencontré M. Jean-Claude Trottier, qui nous explique un peu là, les tenants. Ah, l'idée du curling, c'est venu de mon équipe. En septembre l'an passé, ils ont fait une réunion pour céduler les différentes expositions. On en fait au moins 3 par année. Et ils ont décidé que c'était curling, bicyclette et boxe. Alors, curling, ça m'a surpris un peu, puis je ne suis pas très, très familier avec ce sport-là. Puis on m'a expliqué que c'était le Brier au mois de mars. En fait, il commence demain, samedi. Et j'ai trouvé l'idée intéressante. Écoute, le curling dans la région, 1855, Buckingham, le premier club. Aujourd'hui, ils en sont à leur 4e club, 4e génération de joueurs structurés. Évidemment, on a travaillé beaucoup avec Buckingham, qui nous a prêté beaucoup de choses, des souvenirs. Ensuite de ça, on signale Agnès Charette. Et on a aussi été chercher Jean-Michel Ménard, qui nous a fourni beaucoup d'objets, là, une somme considérable d'objets. On a eu le bonheur de les avoir la semaine dernière pour un vernissage officiel. Et ça a été superbe, une soirée extraordinaire. Et pour conclure sur le sujet, j'aurais une petite devinette pour toi. Ah oui? OK. Oui. Ça concerne naturellement le curling. Oh boy! Vrai ou faux, les premières pierres de curling, ça date de la conquête de la Nouvelle-France, alors que les Anglais auraient fait fondre les canons des Français. Vrai. Pour en faire des pierres. Vrai. Alors, mesdames et messieurs, je ne brûlerai pas le punch, je voulais avoir la réponse. Allez faire un tour du côté du donc musée. j'aurai même pas la réponse. Non, pas ce soir. Alors, allez faire un tour du côté du musée, ils vont vous renseigner là-dessus. Le Brier, Jean-Michel Ménard, tu as des résultats pour nous. Oui, on va y aller parce qu'aujourd'hui, il a réussi dans son match contre la Colombie-Britannique un coup spectaculaire. Il a réussi une triple sortie au 9e bout qui lui a permis de remporter la victoire. Il aurait pu jouer le placement, mais il a décidé de jouer le tout pour ne pas aller en bout supplémentaire. Donc, ça le replace maintenant avec une fiche de 2 victoires et 3 défaites. Il a perdu notamment il commençait ses 2 premiers matchs contre l'équipe canadienne, l'équipe Canada, et ensuite, il a rencontré le champion olympique Brad Jacobs. Alors, c'est pas une façon facile de commencer le tournoi, mais on lui souhaite la bonne chance. Et ça se poursuit là, tout au long de la semaine du côté de la place TD à Ottawa. Tournoi de Buckingham, c'est la 2e semaine et tu as des résultats pour nous. Oui, on sait que c'était la 54e édition. Et c'est ça, le tournoi s'est clôturé là, après la 2e semaine d'activité dimanche dernier. Au niveau des finales, il y a quand même des équipes de la région qui ont très bien fait. Au niveau de la tombe B, une finale tout secteur Gatineau, alors que les Barons de l'endroit l'ont porté 3-0 contre les Draveurs. Dans le Bantam B, c'est une équipe locale. Les Rapides de la Lièvre qui ont eu le dessus sur les Éperviers de Hall par le pointage de 5-2. Dans le Midget A, les Seigneurs de la Petite Nation ont causé quand même une belle surprise en battant Mont-Laurier par le pointage de 6-2. Et dans le Midget 2A, les Panthers du Lakeshore ont gagné 4-3 contre Frontenac. Alors, si vous me demandez Frontenac, d'où ça vient, ça vient de Québec. Voilà. Toujours au hockey, les Vikings qui sont en élimitation contre Hall-Volant. Oui, voilà. C'est la 2e série. On sait qu'ils avaient vaincu les Bandits de Cumberland. Écoutez, ils ont gagné, ils mènent la série par 2-0, des victoires de 5-4 et 5-2. Jeudi et vendredi à Hall. Les prochains matchs. Prochain match local, attention, dimanche,
le 13 mars à Papineauville à compter de 14h30. L'Intrépide marche, c'est un match ultime. Oui, effectivement. Ils sont en deuxième ronde et la série est égale 2-2. Donc, ça se joue ce soir, mardi, du côté de Saint-Hyacinthe. On leur souhaite des chances de pouvoir poursuivre parce que si l'équipe qui remporte, bien, ça va en demi-finale. C'est quand même intéressant parce que ça fait longtemps qu'on a vu l'Intrépide se rendre aussi loin en éliminatoire. Les Flames sont à l'honneur. Oui, effectivement. C'était le gala Méritas de la Ligue junior du Québec du côté de Laval. Ça a eu lieu dimanche. Et il y a quand même des joueurs, là, même si ça a été une saison difficile, il y a 2 joueurs qui se sont démarqués. Le premier, c'est Joey Brennan qui a remporté le titre de recrue de l'année. Lui, il a conservé une moyenne de 25... Il a réussi une performance de 25 buts et 50 aides en 45 parties seulement. On sait qu'il a été blessé. Et il y a aussi le capitaine Éric Boily qui s'est mérité une bourse de 1 000 $ comme étant l'athlète étudiant avec une très belle performance. Il étudie en droit du côté de l'Université d'Ottawa et il a une moyenne de 96 %. Ça ferait rougir à peu près n'importe qui. Oui, y compris moi. Le tennis maintenant, tournoi futur. Oui, un beau succès là, du côté de la Sportec à Hall. On sait que le tournoi était doté d'une bourse de 25 000 $ américains. C'est l'Américain Alex Kuznetsov qui l'a remporté en 2 manches contre le Néerlandais Tim van Richthoven, qui lui est âgé de 18 ans. C'est peut-être la surprise là, pendant toute la semaine du côté du Futures. On rappelle que Kuznetsov occupe le 451e rang mondial. Et déjà, on prévoit là, que l'édition sera de retour l'an prochain. Et pour les amateurs de tennis, je sais qu'il y a de bonheur, mais on rappelle qu'il va y avoir cet été, au mois d'août, du côté là, des tennis de Lille, la 3e édition du Challenger. François Croteau, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve mardi prochain. Effectivement, ça m'a fait plaisir. Moi aussi, merci beaucoup. Alors, c'est tout pour notre émission de ce soir. On vous invite évidemment à nous envoyer des courriels si vous avez de l'information pour nous. Nouvelles avec un S à tvc.qc.ca. Donc, nouvelles avec un S à commercial tvc.qc.ca. Restez avec nous, sauvez-vous pas parce qu'on va vous présenter dans quelques secondes une capsule mémoire vivante. Bonne soirée à notre antenne. Au revoir. Dans les années 60, le slasher de Buckingham sera détruit. Ses opérations seront transférées à l'usine existante de Masson ainsi qu'à la nouvelle usine de Pouport située au nord de Buckingham. Le moulin de Pouport était bâti sur une ancienne écluse qui avait été bâtie vers 1870 pour permettre aux bateaux de transport de monter jusqu'au rapide d'Highfall. Et puis de descendre les matériels miniers qui descendaient aussi vers le moulin à Buckingham. Et puis en 1959, l'écluse a été abandonnée. Et puis la compagnie McLaren a décidé de bâtir un moulin à écorçage sur l'écluse. Donc l'écluse passait dans le moulin. Et puis c'est ça qui emmenait le courant, c'est ça qui alimentait le bois vers les écorceuses. Ensuite, le bois était rejeté à la rivière, puis descendait à Buckingham. Ça prenait à peu près 2 jours, d'après des vents. Et puis, arrivé au landing, ici. Ensuite, il était acheminé dans une sluice qui s'appelle la Glissoire, vers Masson. Qu'est-ce qu'on appelle des tambours écorceurs? Okay? Il y avait 14 pieds de diamètre, 45 pieds de long. Et puis, à l'intérieur, c'était des surfaces rugueuses. Le bois était acheminé à l'entrée et ça tournait 6 révolutions en minute. Et puis, à mesure que tu mettais du bois dedans, l'ancien bois sortait. Et puis, il tombait sur une courroie. Ensuite, il y avait des trieurs. S'il restait de l'écorce après certaines billes, il les tirait, puis le cycle était recommencé. Et puis, ensuite, les grosses billes,
qui était plus que 24 pouces. Il était passé dans une fendeuse parce qu'un maçon, il ne pouvait pas les prendre. Heureusement, il n'y a pas eu d'accident, moi, le temps que j'étais là. Puis c'était un métier dangereux parce que tu travaillais, il y avait des bulldozers, il y avait des camions, il y avait des scies à chaîne, des billes qui étaient trop longues, des scies à chaîne. Et puis les convoyeurs, on tenait la sécurité au maximum. Et puis moi, je disais aux employés, ça presse pas. On prend le temps. J'ai connu 8 ans que j'ai été chef d'équipe sans accident avec perte de temps. Moi, j'étais content des hommes qui faisaient attention.